Il y a un endroit en Algérie que les légions de Rome appelaient une tombe. Un couloir de pierre si étroit que 2 cavaliers ne peuvent s'y croiser, dominé par des falaises verticales de 300 mètres de haut. C'est un piège naturel parfait, sculpté pour le massacre. Là-haut, cachés dans la roche, 20 000 guerriers kabyles, les plus féroces du continent, attendaient avec leurs longs fusils, prêts à déclencher une avalanche de feu et de rochers. Durant 3 siècles, le puissant empire ottoman, qui faisait trembler l'Europe, a préféré payer une fortune aux tribus locales pour éviter d'y mettre les pieds. Payer pour avoir le droit de passer. Pour les Turcs, c'était l'humiliation ou la mort. Mais en octobre 1839, une colonne de soldats français arrive devant ce gouffre que l'on nomme les Bibans, ou les portes de fer. Ils n'ont pas d'or pour payer le passage. Ils n'ont pas l'intention de faire demi-tour. Ils regardent ce mur de montagne, et ils ne voient pas un obstacle, ils voient un défi. N'importe quel général sain d'esprit aurait hurlé au suicide. Le rapport de force est terrifiant. Ils sont une poignée contre une armée entière qui connaît chaque recoin du terrain. Mais nous ne parlons pas d'une troupe ordinaire, nous parlons de l'armée d'Afrique. Et ce jour-là, ils n'ont pas cherché à survivre. Ils ont cherché à prouver à la face du monde que le soldat français peut marcher droit en enfer et en ressortir la tête haute. Oubliez la neige de Russie et les plaines d'Europe. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment une discipline de fer et un courage surhumain ont permis de briser l'impossible. Voici l'histoire du plus grand coup de poker de l'histoire militaire française. Bienvenue sur l'héritage de fer. Pour comprendre la folie de cette entreprise, il faut d'abord saisir le contexte de cette année 1839. L'Algérie n'est pas encore la France. C'est un territoire sauvage, immense, une terre de conquête où la carte est encore pleine de zones blanches et de dangers mortels. Sur le papier, une paix fragile existe entre la France et l'émir Abd el-Kader, le grand chef de la résistance algérienne. On appelle cela le traité de la Tafna. Mais tout le monde sait, du simple soldat au général en chef, que ce traité n'est qu'une illusion, un bout de papier qui brûlera à la première étincelle. La France contrôle les grandes villes côtières, Alger, Oran, Constantine. Mais entre ces îlots de civilisation française, c'est le grand vide. L'intérieur des terres appartient aux tribus, aux guerriers nomades, et surtout à la géographie hostile qui a brisé tant d'armées avant la nôtre. Relier Constantine à Alger par la terre semble impossible. C'est comme vouloir traverser un océan de requins à la nage. Pourtant, c'est exactement l'obsession d'un homme, Ferdinand Philippe d'Orléans. Il n'est pas n'importe qui. Il est le fils aîné du roi Louis-Philippe, l'héritier du trône. Il est jeune, il est brillant, et il a soif de gloire. Il ne veut pas être un prince de palais qui attend son heure dans les salons parisiens. Il veut gagner ses éperons dans la poussière et le sang. Pour lui, l'honneur de la France ne se négocie pas, il s'impose. Et il a une idée fixe, prouver que l'armée française peut passer partout, absolument partout, sans demander la permission à personne. Le problème, c'est que la route directe entre Constantine et Alger est bloquée par un monstre géologique, la chaîne des Bibans. C'est une barrière de calcaire gris, déchiquetée, qui déchire le ciel. Et au milieu de cette muraille, il n'y a qu'une seule fissure, les portes de fer, 2 défilés successifs, longs de plusieurs kilomètres, bordés de parois si hautes qu'elles cachent le soleil, même à midi. L'histoire de ce lieu est une histoire de soumission. Depuis des siècles, les tribus montagnardes qui contrôlent les crêtes ont imposé leurs lois. Même les beys ottomans
Ces gouverneurs turcs tout-puissants, qui régnaient par la terreur, n'osaient pas défier les gardiens des portes. Lorsqu'une armée turque devait passer par là, elle s'arrêtait à l'entrée. Des émissaires partaient négocier, et l'Empire ottoman, cette superpuissance, versait un tribut humiliant, une taxe de passage, pour que ses soldats ne soient pas massacrés depuis les hauteurs. C'était le prix de la survie. Ferdinand Philippe d'Orléans connaît cette histoire, et il prend une décision qui va glacer le sang de son état-major. La France ne paiera pas un sou, pas une pièce d'or. Payer, c'est reconnaître la souveraineté de l'ennemi. Payer, c'est admettre que la France est faible. Et dans l'esprit de ces hommes de fer, la faiblesse est un crime pire que la mort. Le maréchal Vallée, gouverneur général de l'Algérie, est un vieux soldat de l'Empire. Il a connu les guerres napoléoniennes, il sait ce que coûte une erreur de jugement. Il tente de dissuader le prince. Il lui explique que s'engager dans les bibanes sans l'accord des tribus, c'est une déclaration de guerre immédiate. C'est rompre la trêve avec Abd el-Kader. C'est risquer l'anéantissement total de la colonne, et avec elle, la mort de l'héritier du trône. Imaginez le séisme politique, le futur roi de France, tué et décapité dans une gorge obscure d'Afrique du Nord. Mais le duc d'Orléans est inflexible. Il a confiance en ses hommes. Et quels hommes? Regardons de plus près cette colonne qui s'apprête à marcher vers l'inconnu. Ils sont environ 4000, mais c'est l'avant-garde qui nous intéresse, ces 1000 hommes qui vont devoir ouvrir la route. Ce sont les soldats de l'armée d'Afrique. Ils ne ressemblent plus aux conscrits fragiles venus de métropole. Le soleil a brûlé leur peau, la fièvre a trié les faibles, la marche a durci leurs muscles comme du vieux cuir. Il y a là le 17e régiment d'infanterie légère, des gars vifs et endurants. Il y a les chasseurs à pied, une nouvelle troupe d'élite créée justement par le duc d'Orléans, équipée de carabines précises, entraînés au tir rapide et au combat en ordre dispersé. Et surtout, il y a les zouaves, les légendaires zouaves. Avec leurs uniformes larges, leur chéchia sur la tête et leur mépris total du danger, ils sont déjà en train de devenir un mythe. Ils sont nés sur cette terre, ils en connaissent les pièges. Pour eux, la guerre n'est pas un métier, c'est une religion. Le plan est d'une audace folle. Pour réussir, il faut jouer sur la surprise. Si les tribus kabyles ont le temps de se rassembler, si Abd el-Kader envoie ses renforts réguliers, les Français seront écrasés sous le nombre, ensevelis sous les rochers, comme des insectes. Il faut aller vite, il faut être là où personne ne les attend. Le départ est donné, dans le plus grand secret. Officiellement, la colonne part pour une simple reconnaissance vers le sud, loin des Bibans. C'est une manœuvre de diversion classique, mais vitale. Les espions d'Abd el-Kader observent. Ils voient les Français s'éloigner des montagnes. Ils envoient des messagers dire à l'émir « Dormez tranquille, les Roumis vont vers le désert ». C'est la première victoire, une victoire de l'intelligence avant celle des armes. Mais soudain, le 27 octobre, l'ordre change. La colonne pivote brutalement. Fini la promenade vers le sud, cap au nord-ouest, droit sur la muraille de pierre. Le rythme s'accélère. Ce n'est plus une marche, c'est une course contre la montre. Les soldats comprennent très vite ce qui se passe. Ils reconnaissent la direction. Les murmures parcourent les rangs. On va aux portes de fer. On va dans le coupe-gorge. La peur est là, c'est indéniable. Seul un fou n'aurait pas peur. Mais dans cette armée, la peur ne paralyse pas, elle aiguise les sens. La discipline est absolue. Pas un bruit, pas une plainte. Le cliquetis des armes et le bruit des bottes sur la terre dure sont les seuls sons qui troublent le silence
immense du paysage algérien. À mesure qu'ils approchent, le décor change. La végétation se fait rare. La roche devient omniprésente, agressive. Les montagnes semblent se resserrer autour d'eux comme les mâchoires d'un piège géant. Le soir du 27 octobre, ils bivouaquent au pied de l'obstacle. Le camp est silencieux. Personne ne chante autour des feux. Les hommes nettoient leurs fusils, vérifient à leurs cartouches, affûtent leurs baïonnettes. Ils savent que demain, l'histoire les jugera. Du côté des tribus kabyles, c'est la stupeur. Les guetteurs sur les crêtes ont vu la poussière soulevée par la colonne. Ils ont vu les drapeaux tricolores se diriger droit vers le sanctuaire interdit. Ils n'y croient pas. C'est inconcevable. Aucune armée étrangère n'a jamais osé forcer le passage sans négocier. Ils pensent que les Français sont fous, ou qu'ils viennent pour se rendre. Cette hésitation, ce moment de flottement chez l'ennemi, c'est exactement ce que le commandement français espérait. Mais le temps joue contre nous. Les signaux de fumée commencent à s'élever d'un sommet à l'autre. L'appel à la guerre sainte se propage de village en village. Les guerriers décrochent leurs longs fusils Moukala, remplissent leurs poires à poudre et commencent à converger vers les gorges. Chaque heure qui passe voit l'ennemi se renforcer. Chaque minute perdue est une balle de plus qui attend nos soldats. Le matin du 28 octobre 1839 se lève sur un paysage dantesque. Le ciel est d'un bleu pur, indifférent au drame qui se prépare. Devant la colonne française, l'entrée de la première porte, la petite porte de fer, s'ouvre comme une blessure noire dans la montagne. C'est un passage tortueux, encombré de blocs éboulés, où l'on doit parfois marcher dans le lit d'un torrent asséché. Le duc d'Orléans monte à cheval. Il parcourt les lignes. Il ne fait pas de grands discours théâtrales. Il regarde ses hommes dans les yeux. Il voit des visages fermés, résolus. Il sait qu'il leur demande l'impossible. Mais il sait aussi que c'est dans l'impossible que le génie français se révèle. L'avant-garde se met en position. Les zouaves en tête, baïonnettes au canon. L'ordre retentit, sec comme un coup de fouet, en avant. Ce n'est pas une charge hurlante. C'est une progression méthodique, calculée. Les premiers éléments s'engouffrent dans l'ombre du défilé. Immédiatement, la température chute. On passe de la fournaise du bled à la fraîcheur humide de la gorge. Les murs de pierre montent si haut qu'on doit se tordre le cou pour en voir le sommet. Et là-haut, tout là-haut, on aperçoit les premières silhouettes, des points blancs et bruns qui bougent sur les crêtes. L'ennemi est là. Imaginez la tension psychologique. Vous marchez au fond d'un puits. Vous êtes une cible parfaite. Vous ne pouvez pas vous déployer. Vous ne pouvez pas manœuvrer. Si l'ennemi tire maintenant, c'est le carnage. S'ils font rouler des rochers, vous êtes écrasé. Votre vie ne tient qu'à un fil. La vitesse de votre marche et la sidération de l'adversaire. Mais les Français ne marchent pas comme des victimes. Ils marchent comme des conquérants. C'est là que se joue la première manche de cette bataille psychologique. L'attitude des soldats est si impériale, si méprisante du danger, que les Kabyles, sur les hauteurs, hésitent à tirer la première balle. Ils observent ce serpent bleu et rouge qui ondule au fond du ravin, avec une régularité de métronome. Ils n'ont jamais vu une telle discipline. Chez eux, la guerre est faite d'embuscades, de cris, de charges désordonnées. Cette masse silencieuse et ordonnée, qui avance inexorablement, les fascine autant qu'elle les inquiète. Cependant, l'illusion ne va pas durer éternellement. À mesure que la colonne s'enfonce dans le défilé, le piège se referme. Le passage devient de plus en plus étroit. Par endroits, les hommes doivent se mettre en file indienne.
Les chevaux glissent sur les pierres. Les roues des quelques canons légers que l'on traîne crissent sur la roche. Un bruit insupportable qui résonne en écho et signale leur position à des kilomètres à la ronde. Les chefs tribaux commencent à hurler des ordres. On voit les fusils se braquer vers le bas. La trêve tacite de la surprise est sur le point de se rompre. Le duc d'Orléans sait que s'il reste passif, s'il se contente de subir le terrain, il est mort. Il faut prendre l'initiative. Il faut faire quelque chose que l'ennemi n'a pas prévu. Il faut violer les lois de la guerre de montagne. C'est alors qu'il donne l'ordre qui va tout changer. Il ne va pas se contenter de passer au fond du trou. Il va envoyer ses meilleurs hommes chercher l'ennemi là où il se croit intouchable. Il appelle les officiers des zouaves et des chasseurs. Il pointe son doigt ganté de blanc vers les falaises verticales qui les surplombent. « Là-haut, dit-il, je veux que vous alliez là-haut. » Les soldats lèvent la tête. Ils regardent les parois abruptes, presque lisses. C'est de l'alpinisme, pas de la guerre. Monter là-haut sous le feu, c'est du suicide, mais personne ne discute. Les sacs sont ajustés, les fusils sont mis en bandoulière. Les hommes crachent dans leurs mains et agrippent la roche. L'ascension commence, et avec elle, le véritable combat pour l'honneur de la France. C'est un spectacle inouï. Des centaines de soldats, agiles comme des chats sauvages, s'accrochent aux aspérités du calcaire. Leurs bottes cherchent la moindre prise, leurs mains saignent sur la pierre coupante. Ils grimpent avec une énergie désespérée, sachant que chaque seconde passée sur cette paroi est une seconde offerte à la mort. Les Kabyles, perchés sur leur nid d'aigle, n'en croient pas leurs yeux. Ils pensaient tenir les Français, à leur merci, au fond du ravin, comme du bétail à l'abattoir. Et voilà que le bétail se transforme en prédateur. Voilà que l'ennemi monte vers eux, défiant la gravité elle-même. Les premiers coups de feu éclatent. Le claquement sec des moukalas déchire l'air. Des balles de plomb s'écrasent contre la roche, faisant voler des éclats de pierre au visage des grimpeurs. Un soldat lâche prise, tombe dans le vide sans un cri, pour ne pas effrayer ses camarades. Mais les autres continuent. Ils montent, inexorables, portés par une rage froide. Ils ne ripostent pas encore. Ils gardent leurs cartouches précieuses pour le moment décisif, pour le face-à-face. Arrivé sur la crête, c'est le choc. Les zouaves, à bout de souffle, se rétablissent sur le plateau rocheux et se retrouvent nez à nez avec les guerriers tribaux. Il n'y a pas de temps pour la stratégie. C'est le corps à corps brutal, primitif. La baïonnette contre le yatagan, la crosse du fusil qui s'abat, le cri de fureur du soldat français qui libère toute la tension accumulée. La surprise change de camp. Les Kabyles, habitués à tirer de loin sur des cibles passives, se retrouvent bousculés par cette infanterie démoniaque qui surgit de l'abîme. Ils reculent, ils lâchent le terrain. En quelques minutes, l'incroyable se produit. Les hauteurs stratégiques, ces balcons mortels d'où l'on pouvait anéantir la colonne, sont sécurisés par les Français. Le drapeau tricolore claque au vent sur le sommet des Bibans. En bas, dans le défilé, la colonne principale peut avancer, protégée par ses propres anges gardiens perchés sur les sommets. C'est un chef-d'œuvre tactique, improvisé dans l'urgence, exécuté avec une maîtrise absolue. Mais le plus dur reste à faire. La grande porte de fer, le passage le plus long, le plus étroit, le plus dangereux. Si la petite porte était un avertissement, la grande porte est l'épreuve finale. Ici, la nature est encore plus cruelle. Les parois se resserrent jusqu'à ne laisser qu'un passage de quelques mètres de large. L'obscurité est presque totale par endroits. Le sol est jonché de rochers gigantesques.
vestige d'anciens éboulements, qui obligent les hommes à se contorsionner, à briser les rangs, à perdre cette cohésion qui est leur seule force. Et l'ennemi s'est ressaisi. Chassés des premières crêtes, les guerriers kabyles se sont repliés vers la sortie de la grande porte. Ils ont compris la manœuvre. Ils savent qu'ils ne peuvent plus bloquer l'entrée. Alors, ils vont boucher la sortie. Ils se massent par milliers à l'extrémité du défilé, là où la gorge s'ouvre sur la plaine. Ils construisent des murets de pierres sèches. Ils s'embusquent derrière chaque rocher. Ils préparent un comité d'accueil infernal. La colonne française s'engage dans ce second boyau. La fatigue commence à peser lourdement. Les gourdes sont vides depuis longtemps. La poussière âcre du salpêtre et du calcaire brûle les gorges. Les yeux piquent, mais personne ne s'arrête. Le rythme est soutenu par les officiers qui marchent à pied, au milieu de leurs hommes, partageant la même soif, la même angoisse. Courage, les enfants, on y est presque. Ces mots simples, lancés par un capitaine à la moustache roussie par le soleil, valent tous les discours patriotiques du monde. Ils rappellent aux soldats qu'ils sont une famille, unie dans l'adversité. Soudain, à l'avant, le feu reprend, plus intense, plus violent. La sortie est en vue, mais elle est barrée par un mur de fumée et de flammes. Les balles sifflent en ricochetant sur les parois du défilé, créant une cacophonie terrifiante. C'est le moment de vérité. Si la colonne s'arrête maintenant, elle sera prise au piège dans le goulot d'étranglement. Elle se fera tailler en pièces, morceau par morceau. Il n'y a qu'une seule option, foncer, briser le bouchon par la force brute. Le duc d'Orléans galope vers la tête de colonne. Son cheval piaffe, nerveux sous les détonations. Il tire son épée. Le métal brille dans la pénombre de la gorge. Il hurle un ordre qui va rester gravé dans la mémoire de tous les témoins. Pas de tirailleurs, en masse, enfoncez-moi ça. Il ne veut pas d'un échange de tirs qui s'éternise. Il veut utiliser la colonne comme un bélier. Le 17e léger se forme en colonne serrée, épaule contre épaule. C'est une masse compacte, hérissée de baïonnettes. Il ne tire pas, il charge. Il court vers la sortie du défilé en hurlant « Vive le roi, vive la France !» C'est un cri qui vient des tripes, un cri qui expulse la peur pour la remplacer par la fureur. Les Kabyles voient cette vague humaine déferler sur eux. Ils tirent une salve, 2 salves, des Français tombent. Les rangs se resserrent instantanément pour combler les vides. Rien ne peut arrêter cet élan, c'est physique, c'est l'inertie d'un corps en mouvement qui refuse de s'arrêter. La première ligne française percute les défenses kabyles, avec la violence d'un train de marchandises. Les murets de pierre volent en éclats. Les défenseurs sont culbutés, piétinés, transpercés. Le combat est bref, mais d'une violence inouïe. On se bat au couteau, à coups de crosse, à coups de poing. Mais la discipline l'emporte sur le nombre et la rage désordonnée. Les Français, groupés, solidaires, avancent comme un rouleau compresseur. Ils percent la ligne ennemie, l'écartèlent, la disloquent, et soudain, ils débouchent à l'air libre. La plaine s'ouvre devant eux. La lumière inonde le paysage. Ils sont sortis. Ils ont traversé les portes de fer. Derrière eux, le reste de l'armée suit, profitant de la brèche ouverte par le sacrifice de l'avant-garde. Les canons passent, cahotant sur les pierres, servis par des artilleurs au visage noir de poudre qui poussent aux roues comme des forçats. L'arrière-garde, commandée par le colonel Changarnier, tient en respect les tribus qui tentent de harceler la queue de la colonne. Changarnier, un autre nom de légende, calme et impassible sous le feu, dirige la retraite combattante avec une précision d'horloger
ne laissant pas un homme, pas un sac, pas une cartouche à l'ennemi. Le soir tombe sur le bivouac français, installé de l'autre côté des montagnes. L'atmosphère est irréelle. Les hommes sont épuisés, couverts de sang et de poussière, mais ils sont vivants. Ils se regardent, incrédules. Ils viennent de faire ce que tout le monde disait impossible. Ils ont violé le sanctuaire. Ils ont brisé le mythe de l'inviolabilité des Bibans. Et ils l'ont fait avec une insolence magnifique, en perdant à peine quelques dizaines d'hommes, là où on leur promettait l'hécatombe. Ce soir-là, un officier du génie prend un burin et un marteau. Il retourne vers une paroi rocheuse à la sortie du défilé. Et là, sous le regard de ses camarades, il grave dans la pierre éternelle une inscription simple, lapidaire, qui résonne comme un coup de tonnerre dans l'histoire de l'Algérie. Armée française, 1839. Ce n'est pas un graffiti, c'est une signature, c'est la marque du propriétaire. En gravant ces mots, la France signifie qu'elle ne fait plus que passer. Elle est ici, chez elle. La nouvelle de l'exploit se répand comme une traînée de poudre. Dans les douars, les tribus sont sous le choc. Le prestige d'Abd el-Kader en prend un coup terrible. Comment l'émir peut-il prétendre chasser les Français s'ils sont capables de traverser les montagnes comme des fantômes? À Alger, c'est l'euphorie. À Paris, on célèbre le retour de la gloire militaire. Le duc d'Orléans est un héros. Mais au-delà de la politique, au-delà des cartes d'état-major, ce qui reste, c'est l'exploit humain. C'est la démonstration éclatante de ce que vaut le soldat français quand il est bien commandé. Ce n'est pas la technologie qui a gagné ce jour-là. Leurs fusils n'étaient pas meilleurs que ceux des Kabyles. Ce n'est pas le nombre, ils étaient en infériorité. C'est le moral. C'est cette capacité unique à serrer les dents, à faire corps et à avancer quand tout le reste du monde s'enfuirait. Cette expédition a prouvé que la géographie ne commande pas à la volonté française, qu'il n'y a pas de forteresse imprenable, pas de désert infranchissable, pas de montagne trop haute. Elle a posé les bases d'une réputation qui allait faire le tour du monde, celle des Furia Frances, capables des audaces les plus folles. Pourtant, cette victoire a un goût amer pour certains. Elle marque le début de la guerre totale en Algérie. Abd el-Kader, furieux de cette violation de territoire, va déclarer le djihad quelques semaines plus tard. Le pays va s'embraser pour des années. Mais les soldats qui ont franchi les portes de fer ne le savent pas encore. Pour l'instant, ils savourent leur triomphe. Ils savent qu'ils viennent d'écrire une page de légende. Ils savent qu'on parlera d'eux dans 100 ans, dans 200 ans. Et ils ont raison. Car aujourd'hui encore, quand on regarde ces gorges immenses, on ne peut s'empêcher de frissonner en imaginant ces silhouettes bleues, minuscules, face à l'immensité de la pierre, marchant droit vers leur destin, sans trembler. C'est l'image pure de la bravoure. C'est l'héritage qu'ils nous ont laissé. Une leçon de résilience brute qui transcende les époques. Mais l'histoire ne s'arrête jamais vraiment aux victoires. Elle regarde ce qu'il en reste. Elle pèse les âmes. Et dans la balance de l'histoire, le poids des hommes qui ont franchi les portes de fer est celui des géants. Ils n'étaient à son pas des surhommes, ils avaient peur, ils avaient froid, ils avaient mal. Mais ils ont fait un pas de plus, juste un pas de plus que l'ennemi. Et c'est là, dans ce petit pas supplémentaire, que réside tout le secret de la grandeur. Mais ce triomphe tactique aux portes de fer n'est que la première onde de choc d'un séisme beaucoup plus vaste. Si la traversée elle-même relève de l'exploit héroïque, ses conséquences vont redéfinir la présence française en Afrique du Nord pour le siècle à venir. Car en brisant le verrou des Bibans,
le duc d'Orléans n'a pas seulement ouvert une route, il a ouvert la boîte de Pandore. Dans son camp, l'émir Abd el-Kader reçoit la nouvelle comme une gifle en plein visage. Lui, le stratège fin et calculateur, le sultan des Arabes, vient de se faire humilier sur son propre terrain, au cœur de son sanctuaire. Pour lui, le passage des Français n'est pas une simple manœuvre militaire, c'est un sacrilège. C'est la preuve définitive que les Roumis ne respecteront jamais les frontières invisibles du désert. Le traité de la Tafna, cette paix armée qui tenait l'Algérie dans un équilibre précaire, vient de partir en fumée dans la poussière, soulevée par les bottes françaises. La réaction de l'émir est immédiate et terrible. Il ne peut pas laisser cet affront impuni sans perdre la face devant les tribus qui le soutiennent. Sa légitimité repose sur sa capacité à protéger la terre d'islam contre l'envahisseur. Si les Français peuvent traverser les portes de fer sans payer le tribut, alors ils peuvent aller partout. Ils peuvent entrer dans chaque tente, dans chaque village. Le 18 novembre, à peine 3 semaines après l'exploit de la colonne française, Abd el-Kader proclame le retour à la guerre sainte. Il écrit au gouverneur Vallée une lettre glaciale. Tous les musulmans et tous les Arabes ont pris les armes contre vous. Je ne vous préviens pas pour que vous vous teniez sur vos gardes, mais pour que vous ne m'accusiez pas de trahison. La guerre totale commence. Les fermes de la Mitidja vont brûler, les colons vont être massacrés, et l'Algérie va sombrer dans une décennie de violence inouïe. C'est le prix sanglant de la gloire acquise dans les gorges. Pendant ce temps, la colonne expéditionnaire, elle, poursuit sa route vers Alger. Mais ne croyez pas que la sortie du défilé marque la fin des épreuves. Au contraire, le retour va se transformer en un calvaire d'une autre nature, une épreuve d'endurance qui va tester les limites physiques de ces hommes déjà éprouvés. Le climat, jusque-là clément, se retourne contre eux avec une brutalité soudaine. Les pluies d'automne, froides et torrentielles, s'abattent sur l'armée, en marche. Les chemins se transforment en bourbiers infâmes. La glaise collante de l'Algérie saisit les chevilles, arrache les semelles des bottes usées. Les soldats, qui ont vécu l'adrénaline du combat, doivent maintenant affronter l'ennemi le plus insidieux qui soit, la misère du quotidien. Ils marchent dans la boue jusqu'aux genoux. Les uniformes sont en lambeaux, trempés, lourds de plusieurs kilos d'eau et de crasse. Il n'y a plus de bois sec pour faire du feu le soir. On mange froid quand on mange. La dysenterie et les fièvres commencent à faire leur apparition dans les rangs. C'est ici, dans cette marche funèbre sous la pluie, que se forge véritablement l'héritage de fer. Car il est facile, dans une certaine mesure, de charger l'ennemi sous le soleil, quand le sang bout, et que la gloire est à portée de main. Il est infiniment plus difficile de continuer à mettre un pied devant l'autre, jour après jour, dans le froid, la faim et le silence, sans jamais rompre les rangs. C'est durant ces jours sombres que l'esprit de corps de l'armée d'Afrique se cristallise définitivement. On voit les officiers descendre de cheval pour laisser leur monture aux blessés ou aux malades. On voit les hommes valides porter le sac et le fusil de leurs camarades épuisés. Une fraternité rugueuse, née de la souffrance partagée, soude ces bataillons. Ils ne se battent non plus seulement pour le roi ou pour la France, concept lointain et abstrait. Ils se battent pour le gars qui marche à côté d'eux. Ils deviennent une tribu guerrière, aussi dure et impitoyable que celle qu'ils combattent. L'arrivée à Alger, le 2 novembre, est une délivrance, mais c'est aussi une révélation pour les habitants et pour le monde.
Quand la colonne entre dans la ville, elle ne ressemble pas à une armée de parade. Les uniformes sont délavés, les visages sont creusés, les barbes sont hirsutes. Mais il se dégage de ces 1000 hommes une puissance sauvage, une aura de dangerosité qui force le respect. Ils ont le regard de ceux qui ont vu la mort en face et qui l'ont fait reculer. La population les acclame. Les salves d'artillerie tonnent depuis le port. Le duc d'Orléans est porté au nu. Mais au-delà de la fête, les observateurs militaires étrangers, les espions anglais et prussiens présents à Alger, prennent des notes fébriles. Ils comprennent que quelque chose a changé. La France ne possède plus seulement une armée de conscription classique, formatée pour les champs de bataille européens. Elle est en train de forger un outil nouveau, une force expéditionnaire capable de s'adapter aux conditions les plus extrêmes, une infanterie légère d'une mobilité et d'une agressivité redoutables. Les Zouaves, en particulier, deviennent les icônes de cette nouvelle guerre. Leur performance aux portes de fer, leur escalade suicidaire des parois, fait le tour des gazettes. On commence à copier leur style, leur audace. Ils incarnent ce mélange unique de discipline française et de fougue africaine. Ils sont la preuve vivante que la France a réussi la synthèse parfaite pour la conquête coloniale. Pourtant, il faut prendre du recul pour comprendre la véritable portée stratégique de cet événement. Pourquoi les portes de fer sont-elles si importantes? Pourquoi en parlons-nous encore aujourd'hui? Ce n'est pas seulement pour la beauté du geste, c'est parce que ce passage a brisé un mythe psychologique, celui de l'inviolabilité du territoire. Tant que les Bibans étaient enfermés, l'intérieur de l'Algérie restait un mystère, une citadelle imprenable. En les forçant, les Français ont démystifié la géographie. Ils ont montré aux tribus que leurs montagnes ne les protégeraient plus, que la distance ne les protégerait plus, que l'armée française avait le bras assez long pour frapper n'importe où. C'est la fin de l'impunité pour les seigneurs de la guerre locaux. De plus, cette expédition a validé une doctrine militaire qui sera celle de la France pendant un siècle, l'offensive à outrance et la mobilité. Fini les garnisons statiques qui pourrissent derrière des murs en attendant l'attaque. Désormais, on va chercher l'ennemi chez lui. On constitue des colonnes légères, rapides, sans canons lourds, qui vivent sur le pays et qui bougent plus vite que les nouvelles. C'est la naissance de la guerre de razzia, brutale, certes, mais militairement efficace dans ce contexte asymétrique. Bugeaud, qui deviendra bientôt le maître absolu de l'Algérie, n'aura qu'à appliquer à grande échelle la leçon donnée par le duc d'Orléans aux portes de fer. Mais il y a une dimension encore plus profonde, presque philosophique. En 1839, la France cherche encore sa place après la chute de Napoléon. Elle a la nostalgie de la grande armée, de cette époque où elle dictait sa loi à l'Europe. La Restauration et la monarchie de Juillet sont perçues comme des périodes ternes, sans grandeur. L'exploit des portes de fer vient réveiller cette fierté endormie. Il dit au peuple français, « Regardez, nous sommes toujours ces guerriers. Nos fils ont la même trempe que ceux d'Austerlitz. » C'est une injection de confiance nationale. Les journaux parisiens s'emparent de l'histoire, la romance, la magnifient. On imprime des gravures montrant les Zouaves suspendus au-dessus du vide. On compose des chansons. Le passage des Bibans devient un élément du roman national, une preuve que la décadence n'est pas une fatalité. Cependant, au milieu de ce concert de louanges, il ne faut pas oublier la réalité crue du terrain. Cette victoire a coûté cher en souffrance humaine, des deux côtés. Elle a ouvert un cycle de représailles qui va ensanglanter le pays. Les soldats, qui ont gravé « Armée française » sur la roche, ne se doutaient pas que cette gravure
allaient devoir être entretenus par le sang de leurs fils et de leurs petits-fils pendant 130 ans. L'héritage de cette expédition est donc double. C'est d'un côté la splendeur militaire, la preuve de l'excellence tactique et de la bravoure individuelle, mais c'est aussi le début de l'engrenage fatal de la conquête totale, avec son lot de tragédies. C'est cela, la véritable histoire. Pas un conte de fées manichéen, mais une épopée complexe, faite de grandeur et de brutalité, où l'héroïsme côtoie l'horreur. Et c'est précisément pour cela que nous devons nous souvenir, non pas pour glorifier aveuglément la guerre, mais pour honorer cette capacité extraordinaire de l'être humain à se dépasser. Ces 1000 hommes, perdus au milieu de nulle part, encerclés, promis à la mort, ont choisi de ne pas subir. Ils ont choisi d'agir. Ils ont imposé leur volonté au destin. Et cette force de caractère, cette furie, est une leçon éternelle. Alors que la colonne se dissout à Alger, que les hommes retrouvent leurs casernes, nettoient leurs armes et pansent leurs plaies, ils ne sont plus les mêmes. Ils portent en eux le secret des portes de fer. Ils savent qu'ils appartiennent désormais à une élite. Ils ont vu ce que peu d'hommes voient